Le syndrome Kabuki est une maladie génétique rare du neurodéveloppement qui est caractérisée par 6 symptômes principaux d'intensité et de fréquence variables. Ces symptômes sont une hypotonie néonatale, une déficience intellectuelle légère à modérée, une anomalie malformative qui peut être une malformation cardiaque ou une malformation rénale, également un retard de croissance staturale avec des anomalies squelettiques et enfin des variations morphologiques crânio-faciales qui sont souvent assez spécifiques et qui permettent d'évoquer le syndrome Kabuki. L'incidence du syndrome Kabuki est d'environ une naissance sur 32 000 par an, que ce soit en France ou à l'étranger. Afin de mieux comprendre le syndrome Kabuki, il est nécessaire de voir quelques notions de génétique. Le corps humain est constitué de milliards de cellules. Chaque cellule renferme dans son noyau les chromosomes qui portent l'information génétique propre à l'individu. Notre patrimoine génétique repose sur 46 chromosomes, organisés en 23 paires. Chaque paire est composée d'un chromosome d'origine maternelle et paternelle. Les 22 premières paires sont similaires chez l'homme et la femme et sont appelées autosomes. La 23e paire, quant à elle, détermine le sexe de la personne. Les chromosomes sexuels chez la femme sont XX et ceux de l'homme XY. L'ensemble de notre patrimoine génétique est appelé génome. L'ADN qui constitue les chromosomes code pour environ 25 000 gènes. Ils contiennent les informations nécessaires au développement et au fonctionnement du corps. Les gènes présents sur les chromosomes non sexuels sont donc eux aussi présents en 2 copies, maternelle et paternelle. Un gène code pour une protéine unique qui a un ou plusieurs rôles bien précis dans l'organisme. Un variant pathogène dans le gène peut perturber la production ou la fonction de cette protéine et parfois être à l'origine d'une maladie génétique. Le syndrome Kabuki est dû à des variations génétiques de novo chez plus de 95% des personnes. C'est-à-dire qu'une différence dans un des 2 gènes apparaît chez un individu, alors qu'aucun des parents ne la possède. Le risque de récurrence lors de prochaines grossesses est donc très faible, proche de celui de la population générale. Pour la majorité des personnes atteintes, la variation concerne soit le gène KMT2D, soit le gène KDM6A. Le gène KMT2D est de transmission autosomique dominante, c'est-à-dire qu'il suffit que l'anomalie touche un seul exemplaire du gène pour que la maladie se développe. La personne atteinte a donc un risque sur 2 de transmettre le variant pathogène à sa descendance. Le gène KDM6A, lui, est sur le chromosome X. Néanmoins, le gène KDM6A est un peu particulier car il échappe à l'inactivation de l'X et il affecte presque autant les filles que les garçons. Si une femme est porteuse et donc atteinte du syndrome Kabuki, elle aura un risque de 50% de transmettre le gène, avec la variation, à ses filles et ses garçons. Les garçons transmettront le gène avec la variation à toutes leurs filles, mais pas à leurs garçons. Le syndrome Kabuki peut être diagnostiqué pendant la grossesse en cas de découverte d'un syndrome malformatif par la réalisation du séquençage d'exomes. À la naissance, on va évoquer le syndrome Kabuki sur les signes cliniques et on proposera la réalisation du séquençage des gènes KMT2D et KDM6A pour réaliser le diagnostic. Pour un couple de parents qui a un enfant avec syndrome Kabuki, nous pourrons proposer la réalisation d'une amniosynthèse afin de confirmer ou non la récidive du syndrome Kabuki. Enfin, pour une personne qui est elle-même porteuse du syndrome Kabuki, le risque qu'il le transmette à ses enfants est d'environ 50%. Par contre, il ne sera pas possible de pouvoir prédire quelle sera la sévérité des symptômes liés à la transmission de la maladie. La surveillance et la prise en charge dans le cadre du syndrome Kabuki doit être pluridisciplinaire et holistique. Elle sera réalisée par le pédiatre ou le médecin de famille et par la famille en fonction des besoins de chacune des personnes. Voilà, c'est beau temps. Ah oui, on a de la chance aujourd'hui. Ça va dormir vraiment bien vite. Et nous laisser rôder un petit peu. Ah oui, c'est agréable, oui, c'est une très belle journée. Tu te souviens, Hugo, où est-ce qu'on part à la fin du mois? À Rome. Tu es content, ça te fait plaisir? Oui.
Voilà, donc on partira le samedi matin, il faudrait qu'on se lève. Hugo a un déficit en hormones de croissance. Il a été traité par des hormones de l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans. À 3 ans, il mesurait environ 85 cm et à l'âge adulte, il mesure 1,65 m. Voilà. Au niveau psychomoteur, il est né avec une très forte hypotonie. La station assise était acquise environ à 12 mois et il a marché à 3 ans. Les luxations de rotule ont débuté vers l'âge de 7 ans, avec quelques chutes pour devenir totalement invalidantes. À la fin, il était en permanence en fauteuil roulant. Il a été opéré de ses 2 genoux à l'âge de 17 ans, une opération très complexe qui a nécessité une très lourde rééducation pendant plusieurs mois. Depuis quand ils sont là? Tu les avais déjà vus? Oui. Voilà. Maintenant, il a une attitude scoliotique et une kyphose et il a un rendez-vous hebdomadaire chez le kinésithérapeute pour essayer que cette kyphose et cette attitude scoliotique ne s'aggrave pas. Il y en a même quelques-uns qui se cachent dans la forêt. Voilà, regarde bien. Léna, elle a eu des troubles de l'oralité. Donc, elle a eu une sonde nasogastrique de 3 mois jusqu'à 21 mois. Donc, c'est une sonde qui se situe dans le nez pour la nourrir. Et ensuite, pour nous faciliter la vie, ils ont voulu poser un bouton de gastrostomie. Donc, c'est un bouton qui se situe dans le ventre pour la nourrir directement à l'estomac. Donc, elle l'a eu jusqu'aux 8 ans. Il a fallu donc lui apprendre à mâcher, à lui reculer son réflexe nauséeux pendant toutes ces années pour qu'elle puisse manger comme nous. T'as beaucoup faim? Oui. Donc à 7 ans, elle a commencé à manger. Jusqu'à 8 ans, il a fallu lui mixer ses repas, comme un bébé. Et maintenant, elle mange comme nous, sauf les matières gélatineuses qui lui refont revenir ses hauts le cœur. Bébé, il fallait la coucher pendant ses gavages, parce qu'autrement, si on la mettait assise, elle vomissait tout ce qu'on lui mettait dans la machine. Le bébé, jusqu'à 6-7 ans, elle a eu beaucoup de diarrhées irritantes, mais vraiment irritantes. Et maintenant, c'est l'inverse, elle fait des épisodes de constipation. Donc, Hugo a une très forte myopie, il est astigmate et hypermétrope. Il porte en permanence ses lunettes. Quand il était bébé, il avait un strabisme sur l'œil gauche qui a été corrigé par le port d'un pansement ophtalmique et des séances d'orthopsie. Pour arriver à l'hiver au soleil, il a une sécheresse oculaire qui nécessite de lui mettre des gouttes ophtalmiques tous les jours et une pommade la nuit. Au niveau de l'audition, dû à ses otites à répétition, il a une perte auditive bilatérale. Il est appareillé, mais a du mal à supporter ses aides auditives. Bien. Attends, fais pas. Maman, papa, Yannick, Elina, et Kenna aussi. Eh oui. Tout le monde était là. On continue. Donc Léna a un appareil auditif des 2 côtés. On suppose qu'elle n'entend pas de l'oreille droite parce que récemment, on a fait un IRM qui montre qu'elle n'a pas de nerf auditif à droite. On voit donc l'ORL tous les 6 mois pour contrôler son audition et contrôler son oreille. Et on voit l'audioprothésiste tous les trimestres. Il est de quelle couleur, le scarabée? Noir. Voilà, celui-là, il est tout noir. Donc, concernant la vue, Léna, elle voit l'ophtalmo 1 fois par an. On ne sait toujours pas si elle voit la 3D. Et récemment, on a su qu'elle avait un colobome rétinien à droite. Donc, on doit le suivre avec l'ophtalmo. Allez, ensuite. Alors, Léna, par chance, n'a pas de déficit immunitaire, mais par contre, elle fait énormément d'otite. Et tout ce qui concerne les maladies infantines, donc les rhumes sont beaucoup plus longs, les gastrobronchiolites, elles finissent en général à l'hôpital. Et les conjonctivites, une fois, c'est arrivé que ça a étonné les médecins tellement elle était impressionnante. Allez, 1. Prochain tour, si je sors, je t'envoie l'écurie, Hugo. Si, regarde devant, là. Hugo a fait des otites quasi permanentes dès l'apparition de ses premières dents vers 7 mois jusqu'à ses 6 ans environ. Il a eu de nombreuses pauses d'aérateurs transtympaniques et des cures d'antibiotiques. 1, 2. Les otites ont disparu spontanément vers l'âge de 6 ans et maintenant il n'a plus de problème ORL particulier. Ça fait combien? 6. 1, 2. Les simples précautions, c'est la vaccination annuelle contre la grippe saisonnière et le méningoxé.
6, je crois que tu peux rejouer. Hugo n'a pas fait de crise d'épilepsie. À la naissance, il avait une communication intraventriculaire qui s'est fermée de manière spontanée. Au niveau dentaire, il a une agénésie des 2 incisives latérales supérieures et des 2 incisives centrales sur la mâchoire du bas. Il a porté pendant plusieurs mois un appareil orthodontique. Hugo a une malformation rénale avec un rein en fer cheval et une hypercalciurie. À l'âge de 19 ans, il a fait un épisode de colique néphrétique. L'urologue a dû lui poser une sonde double J qu'il a gardée plusieurs semaines. Il a également été opéré d'une cryptorchidie à l'âge de 7 ans. À l'arrêt du traitement par hormone de croissance, l'examen d'ostéodensitométrie osseuse a mis en évidence une ostéoporose qui est traitée par un médicament qu'il prend 1 fois par semaine. Il a également un déficit en vitamine D qui est substitué par 2 gouttes qu'il prend quotidiennement. Hugo est très fatigable, il a un bon sommeil et a même tendance à somnoler en journée. Lina, tu prends ton temps? Ok. Ouais. C'est moi, là, c'est moi qui... Léna est très fatigable, donc elle continue à faire des siestes le mercredi et le week-end, malgré qu'elle ait 10 ans. Elle a un suivi médical très régulier depuis qu'elle est petite, notamment avec son pédiatre qui la connaît depuis sa naissance. Un truc rouge. Le généraliste, au niveau de l'orthopédie, la neuropédiatrie, neuropsychologie. Elle a donc 2 ORL pour son suivi des oreilles et un autre pour le suivi de l'audition. On voit aussi un audioprothésiste pour ses appareils. Elle consulte aussi le chirurgien maxillofacial, l'orthodontiste et le dentiste pour tout ce qui concerne la bouche. On consulte sa généticienne, au niveau du cœur, la cardiologue, l'ophtalmo. Toujours la balle que tu regardes? On voit aussi une psychologue 1 fois par mois. Et elle a un suivi donc 2 fois par semaine avec l'orthophoniste Madame Audrey Loudebourg. Léna, reste avec moi. Et elle voit aussi 1 fois par semaine la psychomotricienne Anaïs Ruida. Allez. Vous l'aurez compris, la prise en charge dans le cadre du syndrome Kabuki doit être pluridisciplinaire et tout au long de la vie. Un grand nombre de médecins et de paramédicaux pourront participer à la prise en charge des enfants avec syndrome Kabuki. Concernant l'accompagnement de la vie scolaire, il est indispensable de proposer une rééducation des troubles de l'élocution et de la parole par de l'orthophonie, des troubles de graphisme fin par de l'ergothérapie et des troubles visio-spatials par de l'orthopsie. Toutes ces recommandations seront disponibles dans le protocole national de soins, PNDS, qui sera disponible très prochainement. Dans des situations d'urgence, une carte d'urgence est disponible dans tous les centres experts de la filière Handirart. Enfin, vous pouvez trouver des informations sur les sites Orphanet, que ce soit la fiche clinique ou la fiche de prise en charge dans le cadre du handicap. Les conséquences du syndrome Kabuki sur la vie quotidienne des personnes malades varient d'une personne à l'autre, comme vous avez pu le voir dans les témoignages de Hugo, Léna et leur maman. Il est absolument indispensable de proposer un accompagnement par les médecins et également sur le plan médico-social, sans oublier la famille bien sûr. Hugo a été scolarisé à l'école du village jusqu'à ses 7 ans avec l'accompagnement d'une AESH. C'est une personne qui accompagne les élèves en situation de handicap. Si je vous donne ça, Hugo, vous me dites quelle heure il est? Il a ensuite fait 5 ans en Ulysse primaire et 3 ans en Ulysse collège. 45. 8h45. Ok. Il aimait beaucoup les apprentissages scolaires, mais à cause de ses problèmes de rotule, il a dû intégrer un institut d'éducation motrice à l'âge de 15 ans. 15 novembre. Beaucoup d'aménagements ont été nécessaires, aussi bien au niveau humain qu'au niveau informatique. Et moi, ce qui m'intéresse, ça fait combien? 5 plus 5? 10. 10. Et il a aussi eu un emploi du temps spécifique pour pouvoir bénéficier de toutes ces rééducations. Mais je veux qu'à chaque fois, on mette
des cubes de différentes couleurs. Ça veut dire... Tout cela a été décidé lors de PAI, de projets d'accompagnement individualisé, avec les enseignants, le CESAD et la MDPH. À partir de ses 15 ans, à l'entrée en IEM et face à ses problèmes moteurs plus le kabuki, toutes les portes des apprentissages scolaires lui ont été fermées. Est-ce que vous avez une enveloppe comme celle-ci dans votre cartable? Non. Aucune? Non. Vous pouvez aller vous asseoir. Donc Léna est en classe Ulysse primaire depuis 4 ans déjà. Donc l'Ulysse, c'est l'unité localisée pour l'inclusion scolaire. Donc elle a un maître adapté, une AVS dans sa classe et la mairie met en place exceptionnellement une ATSEM pour aider le maître. Donc aujourd'hui, c'est toi, Léna, qui fait le service. D'accord? C'est une classe qui est à part dans l'école primaire, mais ils peuvent aller de temps en temps dans les classes normales. Donc la classe est adaptée selon leur niveau. Suivant, Léna. Edouard. Ou suivant. Léna B. Alors, mademoiselle Léna B. Nous ne savons pas encore quelle orientation elle aura au niveau du collège. Avec les familles, on regrette profondément la disparité de l'offre géographique, notamment au niveau des soins, au niveau des structures, au niveau des suivis, des accompagnements. Et c'est un point qui est tellement important au niveau du handicap. Le syndrome Kabuki a eu un impact important sur les apprentissages d'Hugo. Fatigabilité, manque de concentration. Il a appris à lire sans difficulté, mais à cause de ses problèmes de dyspraxie et de motricité fine, il ne peut pas écrire. Grâce au traitement de texte et à la motivation des enseignants et de l'ergothérapeute, il a pu contourner ses difficultés de graphisme. Hugo a une très bonne compréhension verbale, un vocabulaire riche et une très bonne mémoire. En revanche, il est en très grande difficulté avec le raisonnement mathématique et les notions abstraites. Bonjour. Bonjour madame. Merci. Jusqu'à l'âge de ses 20 ans, il a eu une séance hebdomadaire de psychomotricité, d'ergothérapie et d'orthophonie. Vous votez par carte bancaire? Oui. Je vous en prie. Opération contact. Léna, avec l'âge, se concentre de plus en plus, mais cela reste de courte durée. Elle est lente au niveau des activités où elle a du mal, notamment l'écriture, parce qu'elle a des difficultés de motricité fine. Elle a besoin d'aide complémentaire sur tous les gestes de la vie quotidienne et pour l'aider, elle a beaucoup de prise en charge. Talon. Talon. Comme on dit chez nous, elle a un emploi du temps de ministre. C'est bien, dis donc. T'as tout écrit. Non, il y a pas rien. Il y a quelque chose qui va pas, là? Tu crois? Ben, je vais te donner les mots, puis tu vas vérifier. Oui. Hugo s'habille seul et de façon adaptée à la météo. Il a besoin d'aide pour faire sa toilette et couper certains aliments. Il est très difficile pour lui de faire ses courses, il manque de concentration, il n'a pas la notion de l'argent, il est vulnérable. Il n'est pas capable non plus d'assurer ses démarches administratives ni la gestion de son quotidien. D'énormes progrès et acquis une petite autonomie, il aura besoin toute sa vie de l'aide d'une tierce personne. Il aimerait faire les choses seul, mais depuis quelque temps a pris conscience que c'était très difficile pour lui. J'en ai. Maman, j'ai Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi? 3 noisettes. Allez, vas-y. Léna a un vocabulaire d'une petite fille de 3 ans et demi, avec une difficulté de phonation assez importante. L'orthophoniste a travaillé dès le plus jeune âge avec 3 méthodes, donc la langue des signes, avec les mots, donc papa, maman, avec la méthode Macathon, donc c'est des petites images simplifiées avec le mot écrit dessous, et la méthode Borel, donc par exemple c'est un son avec un geste, donc le P, le A. Nous à la maison, on fonctionne avec des photos et des images pour simplifier la communication et la compréhension. Alors, bref. Rien du tout. Tu passes ton tour.
Allez, à moi. Hugo est souriant, sympathique, optimiste, jovial. Avec autrui, il a un comportement normal. Il est très attentionné. Il aime beaucoup les sorties et les réunions de famille. C'est un pro du smartphone et des réseaux sociaux, ce qui lui permet de communiquer de la même façon que les jeunes de son âge. En journée, Hugo est en SAJ, service d'accueil de jour, et le soir en foyer de vie. Il rentre tous les week-ends à la maison. Le travail en ESAT n'est pas adapté à Hugo du fait de sa dyspraxie, de son manque de concentration et de sa fatigabilité. Et surtout, ça ne l'intéresse pas. À ce jour, nous n'avons pas trouvé d'autres alternatives et nous regrettons fortement qu'il n'y ait pas de prise en charge rééducative à l'âge adulte. Afin d'accompagner les familles dans leur démarche d'accès aux droits, notamment auprès de la MDPH, il est possible de demander de l'aide auprès des assistantes sociales, des hôpitaux de proximité ou dans les services médico-sociaux. On peut également demander auprès du médecin traitant la réalisation d'une affection longue durée. Il est indispensable d'accompagner psychologiquement les personnes malades, leurs familles, sans oublier la fratrie. Enfin, il existe une association de personnes malades, l'association Syndrome Kabuki, qui porte collectivement la voix des familles et les accompagne dans leur parcours.